Vous écoutez Devoir d'enquête, trop suspect pour être honnête, deuxième partie. Parmi les prisons les plus touchées par la surpopulation, celle de Saint-Gilles, à Bruxelles. 850 prisonniers pour 600 places, quasi tous en détention préventive. 4000 entrées ou sorties de détenus chaque année. Colline Remacle y siège dans la commission de surveillance. C'est compliqué parce que la prison de Saint-Gilles, au niveau de de l'infrastructure et de l'architecture, ne permet pas non plus d'être extensible à souhait. Et donc ça impacte l'ensemble des services de la prison. C'est-à-dire qu'au niveau des greffes, les dossiers de 850 détenus, ça devient de plus en plus difficile à gérer. Au niveau des médecins et des infirmiers, le nombre de patients explose et les listes d'attente sont de plus en plus importantes. Même chose pour les services psychosociaux à l'intérieur de la prison, mais aussi à l'extérieur. Et puis, ne parlons pas des agents pénitentiaires qui sont quand même en première ligne et qui sont confrontés à une pression et à des conditions de travail qui sont plus possibles à gérer au quotidien, ça c'est certain. Quand vous êtes incarcéré, vous vous trouvez dans une cellule de 9 mètres carrés dans laquelle il n'y a rien. Angelo Ferrazzano, entrepreneur. Les prisons ont un budget à l'année pour la capacité des détenus pour lequel la prison est fabriquée à la base. Il y a les meubles, il y a le lit, un meuble, une table et une chaise pour manger. Mais il n'y a rien d'autre. On se retrouve parfois dans des cellules où il n'y a même pas une chaise, donc ça veut dire que les détenus sont assis sur leur lit, sachant qu'ils y sont 23 heures sur 24 la plupart du temps. Je ne sais pas si vous imaginez d'être assis toute votre journée sur votre lit. On a des détenus qui n'ont pas de couvert. Enfin, moi, j'ai rencontré un détenu qui était arrivé à la prison de Saint-Gilles il y a 4 mois et qui n'avait pas reçu de fourchette et avait reçu une fourchette en plastique qui tenait depuis 4 mois et qui m'a appelé en me disant « Écoutez, maintenant, je ne sais plus tenir avec cette fourchette ». C'était le moment de la distribution de la soupe, il s'est levé et il a pris sur sa table une bouteille d'eau coupée en deux pour qu'on puisse lui servir de la soupe parce qu'il n'y avait pas de bol. Est-ce que un juge d'instruction a ça en tête? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur sa réflexion? On l'a en tête et en fait on essaye dans la mesure du possible de trouver d'autres solutions quand c'est possible. Claire Brunel, juge d'instruction. Mais l'essentiel, ce sont les critères d'absolue nécessité pour la sécurité publique et pour permettre le bon déroulement des enquêtes. Personnellement, je pense qu'il y a un gros travail à faire de sensibilisation auprès des magistrats parce qu'il y a encore trop de personnes en détention préventive. Nous, on a rencontré des détenus parfois même qu'on a rencontrés, non pas dans le cadre de leur détention à la prison de Saint-Gilles, mais qui ont voulu nous rencontrer après et qui étaient passés des mois plus tard encore complètement traumatisés par cette incarcération. Vous savez, quand vous êtes incarcéré, la porte se ferme. Chaque être humain vivra, à mon avis, la même détresse, la même frustration, la même peur au moment où il se trouve dans cette situation. Quand on est en liberté, on dit toujours le temps passe vite, c'est passé tellement vite. Quand on est incarcéré, c'est pas comme ça que ça se passe, le temps s'arrête. Donc une journée, une semaine, un mois, c'est 10 ans d'une vie pour quelqu'un qui est libre. Quand nous retrouvons Jean-Pierre, il est arrivé à la prison. On arrive, on doit donner notre carte d'identité pour se faire enregistrer à la prison. On passe dans un autre service où là, on nous donne nos vêtements qu'on doit porter là-bas. Donc ils font un inventaire de tout ce qu'on a sur nous, que ce soit argent, enfin, tout ce qu'on a sur nous. Ils font un inventaire, c'est mis dans le coffre de la prison. Et on vous tape dans une petite cellule d'1 mètre carré, en attendant de pouvoir vous faire monter dans votre cellule. Il est impossible de se coucher. Rester quasiment quelques heures à attendre dans une cellule d'1 mètre carré, vous avez vos genoux qui se touchent sur la porte. Quand vous montez à l'étage, on ne savait pas du tout sur qui vous allez tomber. Donc ça veut dire qu'ils mélangent tout le monde ensemble. Que vous montiez pour un accident en état d'ivresse ou que vous montez pour meurtre, vous pouvez vous retrouver avec un meurtrier dans votre cellule en fait. Et ça a été aussi la panique en me disant sur qui je vais tomber.
Jean-Pierre est donc condamné à attendre les échéances qui sont fixées par la loi. Il a été entendu dans les 48 heures. Dans les 5 jours, un juge confirmera ou infirmera sa détention préventive. S'il reste en prison, parce que par exemple on attend encore le résultat d'une expertise, il sera réentendu après 1 mois, puis de nouveau après un autre mois. Et s'il est toujours en prison à ce moment-là, il ne pourra plus plaider sa cause que de 2 mois en 2 mois. Quand vous êtes condamné, vous avez une peine, vous avez une date, et donc on a l'occasion de pouvoir penser au mieux possible à sa liberté. Mais quand on est en préventif, on est incarcéré, votre avocat vient vous voir, essayer de préparer au mieux votre dossier, mais les premiers moments sont très très durs. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont placées en détention préventive, elles sont face à une incertitude. L'avocat peut leur expliquer les choses de long en large. Jordan Lécuyer, avocat au barreau de Liège. Quand l'entretien au parloir est terminé, la personne retourne dans sa cellule et elle se retrouve face à ses doutes et à tous ses questionnements. On est face à des gens qui sont dans l'attente. L'attente. Ils sont entre 15 mètres carrés ou 12 mètres carrés. Franck Discepoli, avocat au barreau de Mons. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est attendre. Mais comme le juge d'instruction a la possibilité de libérer à tout moment, en fonction de l'évolution de l'enquête, des situations qu'on lui présente, etc., on ne sait jamais pour combien de temps une personne est là. Et donc il faut s'organiser autour d'une incertitude totale. Vous n'avez rien à faire. Vous restez sur votre lit et vous parlez avec votre co-détenu, vous connaissez la vie de votre co-détenu, tout ce qu'il a fait. Les nuits en prison, c'est assez perturbant parce qu'ils vivent la nuit et ils dorment le jour. Donc, toute la nuit, ils essaient de parler entre les barreaux et ils hurlent tout le temps. Donc, mon co-détenu, à la fin, lui devenait carrément cinglé, elle les insultait, à hurler, à les traiter de tous les noms parce qu'il devenait fou. C'est très très dur. Quelques-uns de ceux qui en Belgique sont en détention préventive échappent à la prison. Sous surveillance électronique, ils sont détenus chez eux, à leur domicile. On a la possibilité depuis quelques années de décider que la détention sera ordonnée sous bracelet électronique. C'est en réalité une assignation à résidence 24 heures sur 24, pour autant que la personne ait une résidence et qu'elle ne vive pas seule ou qu'à tout le moins quelqu'un soit en mesure de lui apporter à manger. L'an dernier, pour tout le pays, ils ont été 800 à passer une partie de leur détention préventive sous bracelet. 800 contre 400 l'année précédente. Le chiffre est en augmentation, mais les juges d'instruction restent dans l'ensemble réticents. Il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'on est détenu à domicile, on continue à prendre contact avec l'extérieur, on peut éventuellement faire disparaître des éléments utiles au dossier. Donc ça ne s'applique pas à tous les cas, mais c'est envisageable. C'est un système qui donne l'impression au juge lui-même qu'on est plutôt face à une libération sous surveillance électronique qu'à un maintien en détention sous surveillance électronique. Mais quelqu'un qui est maintenu sous surveillance électronique, il est en prison chez lui. Et s'il a un tout petit chez lui, il aura une toute petite prison. Plusieurs fois interpellé par la brigade des stupes, Jean, il s'en accommode vaille que vaille. La surveillance électronique est assurée par un bracelet et un transmetteur permettant un contrôle permanent. Je suis suivi à la trace, j'ai un petit périmètre, apparemment c'est paramétré, donc sinon une fois que je sors des limites, encore une fois le bracelet détecte, donc on vous sonne pour savoir pourquoi vous avez sorti votre zone. Vu que c'est la détention préventive, j'ai même pas d'heure pour sortir, et si je dois avoir un certificat médical ou alors je dois aller chez le dentiste ou quoi, je dois passer par mon avocat, avoir une attestation, un accord du procureur, je peux même pas faire mes courses. Je dois toujours dépendre de quelqu'un. Moi, je dépends de ma mère. Une détention stricte, une surveillance pointilleuse. Greg était en préventive quand nous l'avons rencontré, dans l'attente de son jugement pour faits graves. Nous avions avec lui parfaitement compris ce que signifiait surveillance pointilleuse. Je sais qu'il va être enfermé chez moi, mais moi, je serai avec ma famille.
Maintenant, je sais que je ne pourrais pas sortir, je ne pourrais pas aller prendre l'air, je ne pourrais pas aller fumer une cigarette dehors, je ne pourrais pas aller faire les courses. Quand le facteur vient qui sonne, je ne peux pas aller ouvrir. J'ai un jardin, je ne peux pas y aller. C'est très, très, très restrictif, oui. La surveillance électronique, bonjour. Après 4 jours que j'étais revenu, un accident devant chez moi, où on accroche ma voiture, la police vient me chercher pour aller faire le constat, je ne peux pas sortir. Oui. Ah, d'accord. Je vais vite voir votre dossier. Un petit instant. Alors, après une longue discussion entre le policier et le centre de surveillance, ils m'ont accordé 10 minutes pour aller faire le constat d'accident avec le policier. Ça va, on prend bonne note. Ça va. Un jour, en me rendant au tribunal même, sur le trajet, il y a des travaux. Je tombe à un feu rouge de travaux qui durent relativement longtemps. Et là, ça te permet de dire qu'il y a eu un arrêt. Hop, je zoome. Regarde maintenant le zoomage. Il est ici. Au centre de surveillance, au téléphone, ils m'ont dit « Monsieur, vous vous êtes arrêté à tel endroit pendant X minutes ». Je dis oui. Alors ils ont vérifié. Ah oui, en effet, il y a des travaux. Donc, mais ça, ils savent le vérifier aussi. Ah, ça, on est obligé, monsieur. On est d'accord. Pour concorder par rapport à votre histoire. En maison d'arrêt ou à son domicile, la préventive est un emprisonnement strict, à durée indéterminée. Tous nous l'ont dit, impossible d'y trouver des perspectives pour l'avenir. Du moment où je serai jugé, je pourrai enfin revoir l'avenir, rechercher du travail, réorganiser ma vie dans de bonnes conditions. Tandis que Jean, de son côté, prend des résolutions. Bon, on va se finir avec toutes mes conneries, repartir dans le droit chemin, on va dire, et voilà, et essayer d'avoir un travail, et voilà. Donc plus de bracelet, plus de prison, laisser tout ça derrière moi. Nous retrouvons Jean-Pierre dans sa cellule. Les proches qui voudraient le soutenir se cognent eux aussi à un monde qu'ils ne connaissent pas. C'est très compliqué de venir voir quelqu'un, c'est beaucoup de paperasse. Donc je prends l'exemple de ma soeur qui a voulu venir. Elle devait avoir son certificat de body mœurs. Elle devait avoir son acte de naissance, parce qu'elle est arrivée à la prison. Elle était recalée en disant bah non, qui est-ce qui nous dit que vous êtes bien, sa soeur, etc. Donc vous n'avez contact avec personne. Il se raccroche au rare contact avec les co-détenus. C'est les seules personnes qui s'intéressent à vous. Qui vous demandent pourquoi tu es là et qui vous rassurent. Ne te tracasse pas, ça va aller. Et vous expliquent, limite, ce sont en fait les prisonniers qui vous expliquent comment ça va se passer. Parce que quand on vous pose des questions, ou on ne vous répond pas, ou on vous dit « je ne sais pas ». Mais il lui faut aussi préparer sa défense. Dans les 5 jours, sa détention préventive sera suspendue ou confirmée. Et pendant ces 5 jours-là, tout se joue. J'ai l'impression que quand on passe ce cap des 5 jours, j'ai le sentiment que c'est très difficile de mettre un terme à cette détention préventive avant le procès. Vous vous rendez compte à quel point c'est important d'avoir des amis et d'avoir une famille. Ça joue énormément parce que ma famille et mes amis ont énormément aidé l'avocat pour retrouver des papiers, des témoignages, voilà, et parce qu'il faut prouver à la juge que vous n'êtes pas le dernier des malfrats. Même si vous avez un casier vierge, il faut quand même lui prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Le mercredi, 5 jours après son arrestation, Jean-Pierre a été réentendu au palais. Puis il a été ramené à la prison où la décision, maintien en détention ou non, doit être notifiée pour 17 heures afin de permettre une éventuelle sortie le jour même. Donc vous attendez désespérément. Toutes les personnes qui sont au premier étage sont des gens qui sont là en préventive. Donc tout le monde attend en se disant et à la porte pour entendre les matons arriver en fait. 17h, 18h, 19h. Et là, ils amènent leur pas du soir. J'écoutais, il est 19h. J'ai pas eu ma décision. Jusqu'ici, Jean-Pierre n'a pas varié dans ses déclarations. Il clame toujours son innocence.
Mais la pression est bien là. Je crois qu'il ne faut pas être hypocrite. La loi prévoit textuellement qu'un mandat d'arrêt ne peut jamais être un moyen de pression. Mais vous avez des gens qui ne reconnaissent pas les faits, qui sont mis sous mandat d'arrêt, et nous remarquons qu'à partir du moment où ils passent aux aveux, tiens, soit ils bénéficient d'un maintien sous surveillance électronique, soit ils sont libérés sous condition, voire sans condition. Une libération sous condition, une mesure dont dispose également le juge d'instruction et qui permettrait à Jean-Pierre de quitter sa cellule. Parfois, spontanément, j'évoque la possibilité d'une libération sous condition en expliquant bien ce que ça implique, parce que ça peut être très lourd pour certains. Claire Brunel, juge d'instruction. De respecter un rendez-vous, d'être à l'heure à un rendez-vous, d'aller chez un médecin, chez un psychologue, faire des démarches de recherche d'emploi, etc. Ça peut être très très lourd. Mais une fois actée, cette libération sous condition, si je vous entends bien, est un véritable contrat. Oui, tout à fait. Et les personnes qui ne respectent pas leurs conditions et qui reviennent devant moi arrivent en me disant « Donnez-moi une chance, je suis désolé, vous l'avez eu la fois passée ». Donc cette fois-ci, normalement, on ne va pas beaucoup discuter. Qu'une seule condition soit transgressée, et ce serait donc un passage par la case prison. Olivia Nederland plaide pour des mesures nouvelles, parfois testées à l'étranger, si on veut vraiment désencombrer les prisons. Par exemple, fixer pour les préventives des quotas auxquels seraient tenus les juges d'instruction. Le quota, c'est l'idée qu'il y a un certain nombre de places disponibles en prison et qu'on ne les dépasse pas. Point. Et moi, je pense que c'est une bonne mesure parce que ça obligerait vraiment à se dire ok, on a un nombre de places maximum disponibles, donc on y recourt vraiment quand c'est absolument nécessaire, comme le prévoit la loi. Et ça responsabilise un peu le recours à la prison. Si tout le monde joue le jeu, c'est réaliste. Mais si un juge décide d'utiliser 3 places pour des voleurs de vélo et que le lendemain, on a 3 violeurs et 2 meurtriers, on n'y arrivera pas. La détention préventive, c'est quelque chose qui peut être nécessaire dans certains cas. Mais il faut savoir l'utiliser, comme le dit la loi, avec parcimonie et de manière exceptionnelle. À partir du moment où elle est utilisée à tour de bras, ça me semble que ça ne va pas dans le sens de ce que veut la loi. Le risque, effectivement, est de tomber dans des automatismes. Et ces automatismes, c'est de dire, voilà, il y a des devoirs d'enquête qui nécessitent qu'il reste en détention. Et puis le juge d'instruction, dans le délai qui lui est imposé, place sous mandat d'arrêt. Et le risque est effectivement de tomber dans cette forme d'automatisme qu'est le maintien en détention. Une personne qui reste en détention préventive pour 1 semaine et puis qui ressort, ça a des conséquences quand même importantes, même 1 semaine d'incarcération. Colline Remacle, criminologue. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des magistrats par rapport à la détention préventive, même si pour eux c'est aussi une sécurité, la détention préventive, d'avoir la personne à disposition que de devoir la chercher si elle se trouve à l'extérieur. Jean-Pierre attendait la décision du juge. Il n'a pas été informé le mercredi à 17h comme il l'espérait. Il n'a pas été libéré. Il aurait pourtant pu l'être, la décision du juge l'autorisait à rentrer chez lui. Mais il y a surpopulation dans les prisons et le personnel est parfois débordé. Donc du coup, le mercredi, j'aurais pu être libéré, mais vu qu'il y avait tellement de sorties le mercredi, ils ne m'ont rien dit pour pouvoir limiter le nombre de sorties. Parce que c'est vrai que ça demande du travail, parce qu'ils doivent être beaucoup. Jean-Pierre ne pourra finalement quitter la prison que 2 jours plus tard. Le vendredi, en fin de journée, 1 semaine heure pour heure après son arrestation. 1 an après ces interminables journées en prison, la décision définitive de la justice est toujours en suspens, en appel d'un premier jugement qui confirmait les accusations contre Jean-Pierre. Les juges d'instruction, eux, savent qu'au moment de l'arrestation, ils travaillent sans filet. Ce travail n'est pas facile, ce n'est jamais facile de décider de mettre quelqu'un en prison. Il nous arrive de nous tromper, alors on essaye de revoir la situation et de se demander qu'est-ce qui a fait qu'à nos yeux il y avait des indices sérieux de culpabilité et que finalement, en fin de compte, il n'y en a pas et la personne est acquittée. J'ai en tête cette histoire de ce monsieur placé en détention préventive qui va durer 6 mois. Ce monsieur épuise toutes les voies de recours, il va même aller jusqu'à saisir la Cour de cassation, il sera maintenu pendant 6 mois en détention préventive. Fabien Lauveau,
avocat d'Angelo Ferrazzano. Au final, le tribunal correctionnel acquitte ce monsieur et sur les charges principales, le parquet ne fait pas appel. Que fait-on de ces 6 mois de détention préventive ? Alors, récupérer sa dignité, jamais, parce que c'est peut-être une des premières choses qu'on perd quand on rentre en détention préventive, c'est une partie de sa dignité. Surtout quand on est innocent, et surtout quand on a été reconnu comme étant innocent. À ma sortie, c'était très difficile parce que tout le monde le savait. Tout le monde le savait, donc ça arrive à un point que mes voisins avaient peur de moi. Tout ce qui est famille, amis proches, eux savaient la vérité. Quand vous savez la vérité, c'est une chose. Mais les gens ont souvent tendance à stigmatiser et à se dire oui, je suis sûr que c'est la vérité, il a fait ça, parce qu'ils lisent les médias et ils se font une opinion totalement erronée en fait. Et c'est très très difficile à vivre. La possibilité existe de se retourner contre l'État pour obtenir une indemnisation. 70 plaintes étaient en cours l'an dernier. Aucune n'avait encore abouti. Tout simplement parce qu'il ne faut pas que la personne, à un moment ou à un autre, dans l'enquête, ait eu un comportement qui justifiait le fait qu'il y ait des soupçons contre lui. Il suffit de quelqu'un qui ait menti une fois, on pourra lui dire « Monsieur, vous avez menti cette fois-là », ce qui justifiait qu'on ait des soupçons sur vous, ce qui justifiait qu'on vous ait mis en prison, même si, finalement, vous avez été totalement disculpé. Jean-Pierre, monsieur tout le monde, devenu malgré lui monsieur ex-détenu, conserve une grande amertume de la semaine la plus éprouvante de sa vie. Et la présomption d'innocence dans tout ça ? Elle n'existe pas. Il n'y a pas de présomption d'innocence. À aucun moment, je n'ai senti qu'il y avait de présomption d'innocence. Les juristes sont plus nuancés. La détention préventive est trop fréquemment utilisée, ils le pensent quasi tous. Elle est souvent trop longue et très dure à vivre. Mais elle est pour le juge d'instruction un outil parfois indispensable, ils l'admettent, au début d'une enquête. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Jean-Christophe Adnet et Adrien Lasserre. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder.